jeûne musulman est à son 3e jour. Aujourd'hui, un mois de repentance, de partage et de pénitence, un moment de spiritualité qu'ils mettent à profit par la distribution de repas. Le 29 mai 1998, la France reconnaît le génocide arménien de 1915. Les Arméniens revendiquent plus d'1 million de morts, soit les 2/3 de la population arménienne de l'époque, tandis que les Turcs n'en reconnaissent que 300 000 environ. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, sachez que 6 personnes ont été abattues samedi à Ara, dans le sud-est du pays, dans le département de Bongouanou, par des gendarmes dans des circonstances non encore élucidées, selon un communiqué du commandement supérieur de la gendarmerie. Ces éléments mis en cause ont été arrêtés. Une enquête a été ouverte. Les investigations vont permettre d'établir les conditions dans lesquelles les gendarmes sont intervenus et aussi situer les responsabilités. Les musulmans ont entamé le mois de Ramadan depuis 3 jours maintenant, un des 5 piliers de l'islam qui demeure un passage important dans la vie de tout musulman. Le fil conducteur de ce mois est la spiritualité, mais aussi et surtout la solidarité et le partage. Durant 30 jours, donc, les familles vont distribuer des repas. Vivons ensemble à ces moments avec Pagasoro Kone. Quartier latin de la commune d'Adjamé. Ici, vit Naon et sa famille. En ce début de mois de Ramadan, Naon reçoit la visite de ses frères et amis musulmans. Au centre des échanges, l'importance du mois de Ramadan pour la communauté musulmane et les actes qui annulent le jeûne. Se consacre à parler de Allah, des actes qu'un musulman doit poser pendant ce mois de jeûne, afin de pouvoir bénéficier des mérites de ce mois. Pendant ce mois de Ramadan, il faut s'abstenir de faire certaines choses, comme par exemple aller en boîte, se retrouver dans les maquis, des lieux malsains. C'est un mois à laquelle il faut vraiment se consacrer à Allah. Donc il faut zikrer, il faut vraiment être en communion directe avec son Dieu. Parmi ses amis, David, converti en islam voilà bientôt 5 mois. C'est un moment très important pour les fidèles musulmans, pour te purifier, pour te rendre saint, au moins pour voir la gloire de Dieu. Les fidèles musulmans, il faut qu'ils doivent changer, beaucoup moins ils doivent gêner, ils doivent se confier à Dieu, pour que Dieu n'aura pardonné leurs péchés. Pendant que les hommes discutent à l'intérieur sur l'importance de ce mois sacré, les femmes s'attellent à la cuisine. Elles doivent proposer les plus beaux mets à la famille ce soir, mais aussi aux voisins et aux fidèles musulmans du quartier. Pendant le mois de Ramadan, les femmes font beaucoup de cuisine, beaucoup de nourriture, pour pouvoir servir tout le monde, pour que tout le monde soit vraiment heureux. C'est un mois où on doit donner la nourriture aux nécessiteux, aux imams, pour chercher la baraka, les bénédictions d'Allah. Le Ramadan, mois de miséricorde, de pénitence, d'adoration, est aussi un mois de solidarité, d'entraide et de partage. Des vertus chères en islam que les femmes musulmanes de la mosquée des cités du lycée technique des Cocody ont bien compris. De grosses marmites donc, en vue de permettre aux fidèles de rompre leur jeûne au coucher du soleil. À chaque mois de Ramadan, nous organisons des repas. Nous faisons la charité à l'intention des personnes démunies. Ces personnes viennent manger, rompre leur jeûne et puis rentrer chez elles. Parmi les noms du mois de Ramadan, hormis le mot Ramadan, il y a aussi le nom de Al-Muwassat, c'est-à-dire le mois de la consolation. Voilà pourquoi le prophète dira que celui qui donne de quoi à rompre au jeûneur a le mérite de ce jeûneur-là, sans que cela ne diminue en rien au mérite de ce dernier. Donc voilà pourquoi dans ce mois, il faut partager. Il faut permettre les ruptures collectives dans les mosquées et dans les lieux publics. Le Ramadan, 4e pilier de l'islam, s'inscrit dans le 9e mois du calendrier hégirien. Les femmes sourdes veulent prendre leur indépendance. Elles ont organisé une rencontre pour en parler. Cette rencontre pour aussi mettre la femme sourde au cœur de toute politique de développement social et aussi susciter un engagement des décideurs à renforcer les actions en faveur de l'éducation, de l'autonomisation et aussi de la protection de la jeune fille et de la femme sourde. L'autonomisation économique de la femme sourde pour une Côte d'Ivoire plus juste et équitable au cœur d'une activité qui a réuni les femmes sourdes de Côte d'Ivoire avait pour objectif de faire la promotion de l'autonomisation de la femme sourde. Les femmes sourdes veulent elles aussi prendre une part active dans le développement économique de notre pays. Il y a des femmes qui savent faire la couture. Nous n'avons pas encore
de local pour les installer, pour travailler. Nous avons reçu des machines à coudre et nous avons besoin des magasins pour installer ces femmes-là. Les femmes que vous avez vues tout à l'heure, elles savent faire la coiffure, la couture, mais elles n'ont pas de magasin pour s'installer, pour travailler. Or, sans un endroit pour s'installer, elles ne peuvent pas avoir de l'argent pour satisfaire à leurs problèmes. En Côte d'Ivoire, il n'existe qu'une seule école primaire pour toutes les filles sourdes du pays, et ce depuis 1974. Hors de chez nous, en Afghanistan, 4 décennies de conflits ont exacerbé la violence jusqu'au sein des foyers. Et ce sont les femmes qui paient le prix fort. Une trentaine de refuges à travers le pays leur offrent sécurité et espoir, leur dernière chance pour retrouver une vie normale. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Une salle de classe à l'abri des regards à Kaboul. Mari violent, mariage forcé, belle famille abusive, les élèves de ce refuge se sont toutes enfuies de chez elles. Malala avait tout juste 16 ans lorsqu'elle a été violée par un commandant taliban. Elle est arrivée ici enceinte de 4 mois, au bord du suicide. Quand je suis arrivée ici, j'avais très peur. Je ne pouvais parler à personne. Je restais assise, toute seule, à pleurer, mais plus maintenant. Les enseignantes ici ont été tendres avec moi. Je parle aux autres, je ne m'assois plus toute seule, je ne pleure plus. L'Afghanistan reste l'un des pires pays au monde pour les femmes, en 4e position à la fin du classement de l'index mondial de l'inégalité des genres. Depuis la chute du régime taliban en 2001, une trentaine de centres comme celui-ci ont été ouverts à travers le pays. Mais ces femmes en fugue représentent une honte pour leur famille et nombreuses d'entre elles sont en danger de mort. Personne n'a le droit de venir sans nos employés, sans une de nos employées femmes. Notre personnel masculin ne connaît même pas l'adresse du refuge. Mais les attitudes évoluent et la police confie désormais directement au refuge certaines femmes victimes de violences. En jeu, la plupart du temps, la garde des enfants, souvent automatiquement confiée au mari, même abusif. Les femmes restent cachées ici jusqu'à la résolution de leur cas. Prochaine étape, un centre de transition pour y continuer leurs études et tenter de réintégrer la société. Elles ont subi un traumatisme dans leur vie et elles manquent de confiance en elles, d'amour-propre, elles manquent d'espoir, de joie dans leur vie. Alors en les faisant venir dans notre centre de transition, moi, en tant que directrice et psychologue, avec notre psychologue, on fait tout pour reconstruire et améliorer leur confiance en elles. Après la mort de sa mère, Aïcha a été vendue par son père qui voulait se remarier. Forcée à se prostituer par ses nouveaux propriétaires, elle est ramassée par la police à 6 ans. Elle en a 15 aujourd'hui et pense désormais à son avenir. J'ai décidé de poursuivre mes études, de finir l'école, l'université et de devenir avocate. Je veux défendre les droits des femmes en Afghanistan et dans le monde entier. Aïcha et ses amis n'ont pas oublié les horreurs de leur passé. Mais ensemble, elles sont devenues plus fortes et même fières d'être femmes. Un recueil de poèmes pour mettre en exergue ce que ressent Hervé Doumbouya au plus profond de lui-même. L'autre mois, une œuvre où l'auteur parle d'espoir avec la plume de la tristesse. Herman Yamien était à la dédicace de l'œuvre. Balade lagunaire à bord d'un bateau pour la dédicace d'une œuvre littéraire. L'auteur Hervé Doumbouya veut faire ainsi voyager ses invités pour partager avec eux ses émotions. Dans ce recueil de poèmes intitulé « L'autre moi », l'auteur montre une autre facette de sa personnalité. Je pense que beaucoup de personnes m'attendaient sur un autre terrain, peut-être celui de la joie, de l'émotion partagée et tout. Et dans ce livre, en fait, j'ai voulu coucher un peu toutes les douleurs, toutes les émotions que j'avais pu ressentir à un moment donné de ma vie, directement ou indirectement. Donc cet autre moi, en fait, parle de cet autre visage de ma personnalité que personne peut-être ne connaissait. Ce recueil de poèmes porte toute la dualité de l'auteur. Il s'agit selon lui d'un regard tourné vers son intérieur. Il exprime ce qu'il ressent au plus profond de lui-même, au-delà de tout ce qu'on peut connaître de sa personne.
Ses amis, collègues et parents venus le soutenir ne peuvent qu'être fiers de lui. Je pensais que c'était qu'un communicant, mais je me rends compte qu'au-delà de la communication qui est, on va dire, son vrai savoir-faire, il a quelque chose de très fort en lui, c'est la créativité. Créativité littéraire aujourd'hui. On sait tout ce qu'il a fait pour la communication en Côte d'Ivoire. Alors savoir que cet homme a pu trouver quelques moments de répit pour écrire un livre, pour moi c'est magnifique. Marié et père de 2 enfants, Hervé Doumbouya est diplômé de communication avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Passionné de musique et de sport, Hervé Doumbouya est à sa première publication, mais il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le 29 mai 1998, la France reconnaît le génocide arménien, le massacre organisé des Arméniens vivant dans l'Empire ottoman entre avril 1915 et juillet 1916. Il constitue le premier génocide au XXe siècle. Le 29 janvier 2001, la proposition de loi adoptée par le Parlement français reconnaissant le génocide arménien de 2015 est promulguée, mais le premier acte est posé le 29 mai 1998. Retour sur les faits. Le 29 mai 1998, l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité la proposition de loi reconnaissant le génocide arménien, déclarant dans son article unique « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Comme toute proposition de loi et afin d'être promulguée, celle-ci doit être votée dans les mêmes termes par le Sénat. Bien que ce texte ait fait l'unanimité lors de son adoption par les députés, le Sénat refuse de l'examiner. Le 23 février 2000, à l'issue d'un déjeuner entre le président de la République et le bureau du Sénat qui se tient à l'Élysée, le président du Sénat, Christian Poncelet, déclare que Jacques Chirac avait été très clair et avait déclaré qu'il ne faut pas ranimer les animosités, pour ne pas dire des haines, que l'on essaie d'effacer, qu'il faut regarder vers l'avenir, qu'il n'est pas souhaitable que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour des travaux des sénateurs, position identique à celle du ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Le 21 mars 2000, par 172 voix contre 130, les sénateurs décident de ne pas débattre de la proposition de loi reconnaissant le génocide arménien. Le 27 octobre 2000 est déposée une nouvelle proposition identique à celle adoptée par les députés stipulant que la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. C'est ce texte qui sera examiné lors de la demande de discussion immédiate du 7 novembre. C'est la première fois que des sénateurs de tous les groupes parlementaires de la Haute Assemblée se retrouvent sur un même texte. Le 7 novembre, la demande de discussion immédiate de la loi « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 » est adoptée au Sénat. Le 8 novembre de la même année, à 5h30, le Sénat adopte la proposition de loi « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Le processus de la navette parlementaire est alors mis en jeu. Le texte doit être voté par l'Assemblée nationale. Le 18 janvier 2001, l'Assemblée nationale, suite au processus de navette parlementaire, adopte à l'unanimité la proposition de loi « La France reconnaît publiquement le génocide arménien ». Le 29 janvier 2001, la proposition de loi devient loi de l'État après promulgation par le président de la République, M. Jacques Chirac. C'est donc la fin de la procédure entamée il y a 2 ans. Cette reconnaissance publique du génocide arménien par la France constitue un appel à la reconnaissance par tous les États membres de l'Union européenne et doit être interprétée par la Turquie non comme un geste d'hostilité, mais comme une invitation à abandonner une politique négationniste incompatible avec la vérité historique et les valeurs fondatrices de l'Europe communautaire. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.